Rencontre d'Occitanie, cette fois donc consacrée aux dossiers épineux de l'aide sociale à l'enfance, du suivi et de l'accompagnement de ces enfants qui sont confiés à l'État. Nous avons aujourd'hui avec nous 5 invités et 1 heure pour débattre, grosso modo. Donc on va essayer d'être assez efficace et d'aller droit au but, de se dire tout un tas de vérités qu'il sera effectivement bon d'entendre. L'état des lieux en France, il n'est pas terrible. Fin 2021, on avait 377 000 mesures d'aide sociale à l'enfance. Plus de la moitié de ces enfants ont été placés en dehors de leur lieu de vie habituel. Aujourd'hui encore, on a 3 000 demandes en France, 3 000 enfants qui attendent une place en foyer ou en famille d'accueil. Des mesures, la justice a tranché, mais il n'y a pas de place pour eux. Les foyers, eux, sont surpeuplés. Les faits de violence ne sont pas rares. Il n'est pas rare non plus de croiser des éducateurs épuisés. Il est difficile de trouver des familles d'accueil. Et le constat est terrible. L'aide sociale à l'enfance s'enfonce de jour en jour. Tous ces signaux sont d'autant plus inquiétants qu'il s'agit de jeunes gens dont l'avenir est bien sombre. 40% des SDF français, aujourd'hui de moins de 25 ans, sont issus de l'aide sociale à l'enfance. Nous avons donc 1 heure pour débattre de cet état des lieux. À mes côtés, Claire Hédon, la défenseure des droits, qui a accepté notre invitation et nous en sommes ravis. Merci Madame Hédon. Madame Véronique Calueba, elle est vice-présidente du département de l'Hérault, chargée des solidarités enfance et famille et représentante de l'Observatoire départemental de la protection de l'enfance. L'adjudante Léa Millot, elle est adjointe à la commandante de l'unité Maison de protection des familles, ici à Lunel, dans l'Hérault. Maître Aurélien Robert, il est donc avocat au barreau de Montpellier et président de l'association L'Avocat et l'Enfant. Et Sylvain Louvet, journaliste, qui est donc auteur de deux documentaires choc sur l'ASE. Merci à vous 5 d'avoir accepté de débattre avec nous. Et pour commencer, on va donc partir de cet état des lieux. Et on est dans l'Hérault, donc on va parler de l'Hérault puisque Madame Calueba a accepté notre invitation. Quand on a préparé ce rendez-vous, vous me disiez 5 915 enfants aujourd'hui bénéficiaires de l'aide sociale à l'enfance, dont 2 800 directement confiés à l'ASE. Alors ce chiffre est en constante augmentation et visiblement, d'après ce que vous m'avez expliqué, le Covid n'a rien arrangé. Est-ce que vous pouvez nous expliquer, nous décrire cette situation ici dans l'Hérault? Ça marche. Oui, il ne fallait pas toucher. Désolée. Bonjour à tous. Je démarre techniquement assez mal. Oui, mais la situation a augmenté. On a vu une augmentation du nombre d'informations préoccupantes qui a grimpé en flèche après le Covid quand même, pas pendant le Covid, mais après Covid. Et il y a eu une augmentation aussi du nombre d'enfants confiés par le juge et dans la période post-Covid. Mais c'était déjà quelque chose qu'on avait vu qui commençait à émerger bien avant le Covid et c'est complètement lié aux conditions de vie, aux conditions de logement, à la précarité, etc. Donc c'est pour ça que avec la difficulté de vie actuelle pour une certaine partie de la population, on n'est pas forcément optimiste sur l'arrêt de ces enfants et du nombre d'enfants qui est confié au département. Et comment avez-vous pu faire face à cette augmentation brutale ? Alors, nous avons fait face en augmentant les nombres de places au fur et à mesure, donc par extension des nombres d'enfants dans les MEX. Le premier accueil se fait... Pardon, oui, excusez-moi, reprenez-nous, hein, parce qu'on en est plein de ce genre de choses. Les maisons d'enfants à caractère social, donc des maisons d'enfants. On a commencé comme ça aussi, en créant des places. Là, et puis notre premier accueil se fait au foyer de l'enfance. On aura peut-être l'occasion d'en reparler. Donc au foyer de l'enfance, on pousse les murs. Réellement, puisque là, c'est normalement un lieu d'accueil pour les enfants tout de suite dès qu'ils sont sortis, où ils vont être évalués, où ils vont être posés avec une évaluation psychologique, affective et sociale, et avant d'être orientés vers un placement. Là, on a un foyer de l'enfance de 130 accueils possibles, on en est à 173. Mais c'est un foyer de l'enfance qui fait un accueil inconditionnel 7 jours sur 7, 24 heures sur 24, et on ne
on n'a pas le droit de refuser les enfants. Donc, on est dans une forme de recherche incessante de places. On y reviendra, mais là, on sort d'un appel à projet. On va créer, d'ici la fin de l'année et le premier trimestre 2025, 779 places réparties en différentes catégories, de façon à pouvoir désengorger le foyer, accueillir encore les MNA, etc., etc. MNA ? Mineurs non accompagnés, désolé. Madame la défenseure des droits, est-ce que c'est un constat que vous tirez aussi, ce manque de place criant ? Oui. Alors, votre question, elle est intéressante. Alors, moi, j'ai rien touché. Il n'y a besoin de rien toucher. J'ai pas touché, on m'entend ? Oui, c'est bon. Votre question, elle est intéressante parce qu'en fait, je peux pas y répondre. Parce que d'où je suis, je ne vois, moi, que ce qui ne va pas, c'est-à-dire plutôt des placements qui se sont mal passés, des accompagnements en milieu ouvert qui se sont mal passés. Et je trouve que du coup, ce serait intéressant que je vous dise un mot quand même sur le rôle de l'institution du défenseur des droits. D'abord, merci beaucoup d'organiser un débat sur ce sujet-là qui est pour nous absolument primordial dans la défense des droits de l'enfant. Et puis, j'ai toujours un grand plaisir à venir à Montpellier puisque c'est l'origine de la famille du côté de mon père et que j'ai vécu 4 ans quand j'étais petite, entre 7 et 11 ans à Montpellier. Et du coup, j'y ai un attachement. Sur cette question-là, dire ce qu'est le rôle d'une institution comme le défenseur des droits. D'abord, c'est une autorité administrative indépendante inscrite dans la Constitution, à valeur constitutionnelle, ce qui lui donne du poids, avec 2 missions, celle de traiter les réclamations dans nos domaines de compétences, et je vais y revenir, et promouvoir les droits et les libertés. Nos domaines de compétences, il y a donc les droits des enfants, la protection des droits des enfants, la lutte contre les discriminations, la protection de l'orientation des lanceurs d'alerte. Nous sommes aussi l'équivalent de ce qu'était le médiateur de la République, c'est-à-dire les droits des usagers de services publics, et nous sommes aussi l'organe de contrôle externe de la déontologie des forces de sécurité, ça veut dire gendarmes, police, sécurité privée, police municipale. Et je vous ai dit, on est là aussi pour promouvoir les droits et les libertés. Le législateur a bien pensé qu'on n'était pas là que pour résoudre des cas individuels, mais bien dire ce qu'il faudrait faire pour que les droits soient respectés. Et c'est dans ce cadre-là que plusieurs fois je vais vous dire nos préconisations, et on parlera par exemple du rôle de l'avocat, de nos préconisations pour que les droits des enfants soient mieux respectés. Donc moi, votre question, je ne peux pas y répondre, c'est-à-dire je ne sais pas. Je vois qu'effectivement les demandes de protection, que ce soit placement, accompagnement en milieu ouvert, augmentent. Vous l'avez dit, lié à la précarité. Je pense qu'il n'y a pas de doute là-dessus, mais ça dit quelque chose. Vous voyez comment on répond aux questions de précarité des familles. Est-ce que la solution, c'est de placer les enfants ? Est-ce que c'est pas qu'ils aient plutôt un logement décent ? Et parce que moi, je défie quiconque de pouvoir être bien traitant avec des enfants. Si vous êtes à 4 ou 5 dans une chambre de bonne, je vois pas comment on peut pas faire de maltraitance éducative dans ce cadre-là. Donc, il y a bien une question qui est aussi liée à la pauvreté. Et nous, après, donc, ce qu'on voit, c'est plutôt quand ça s'est mal passé en termes de placement ou pas passé. Alors, je peux tout de suite vous dire qu'on est en enquête dans 14 départements parce qu'on a été alerté, pas le vôtre. Je vous le dis tout de suite. Mais je vous dirai pas les 14 autres. On est en enquête parce qu'on a été alerté par des travailleurs sociaux sur les conditions, le fait qu'ils n'arrivaient pas à faire leur travail correctement. Et du coup, quand je dis tout ça, je n'ai aucune accusation contre les agents dans ces services publics qui cherchent à faire au mieux, mais ils sont mis en difficulté par des magistrats qui ne peuvent pas nous saisir. Dans la loi organique, les magistrats n'ont pas le droit de nous saisir, mais nous ont alertés parce qu'ils ont des décisions qui ne sont pas appliquées. C'est le chiffre que vous avez donné, oui, qu'on a du mal d'ailleurs à réellement quantifier. Et moi, une des questions que j'ai envie de vous poser assez vite, c'est est-ce que vous arrivez à savoir dans votre département combien de mesures ne sont pas appliquées ? Ça dit quelque chose d'une décision de justice qui n'est pas appliquée. Donc voilà, moi, je dis toujours que je vois que ce qui ne va pas. Je ne vois pas tout ce qui ne va pas, mais je vois que ce qui ne va pas. Allez-y. Peut-être répondre, elle voit ce qui ne va pas. Moi, je vais vous dire ce qu'on fait dans l'action politique, dans les orientations, dans les budgets. Parce que il faut. Moi, je déteste le misérabilisme autour de l'enfance. Il y a des réussites, il y a des choses qui sont faites, il y a des difficultés, il y a des erreurs, je reconnais. Il y a des mesures de placement non exercées. On le sait. On arrive justement à affiner les chiffres et à affiner quel type de mesures non exercées sont là. Évidemment qu'un enfant qui nous est amené par la gendarmerie, le commissariat ou l'hôpital, c'est-à-dire en grande difficulté, il est placé prioritairement. Mais c'est vrai qu'il y a des services comme les services d'accueil personnalisé de suivi de familiaux qui sont moins exercés, dans lesquels il y a des manques. C'est pour ça que la première réaction, la première orientation politique
et financière, parce qu'il va falloir à un moment en parler de ça, et vous devez en parler. La première orientation politique, c'est aussi cette création de places, mais qui nous place toujours dans un cadre d'urgence, dans un cadre de protection, et qui nous empêche aussi de travailler complètement dans le cadre d'une prévention. Là aussi, il y a un sujet qui est très important, et bon, peut-être on aura l'occasion, mais on ne peut pas... L'une des problématiques aussi aujourd'hui pour les conseils départementaux, c'est l'accompagnement des mineurs non accompagnés. Quelle est la situation ici dans l'Hérault? Oui, alors la situation ici actuellement, donc on a des mineurs non accompagnés, hein, on a une structure à la Blanquette qui fait de l'accueil des primo-arrivants qu'on évalue et qui après sont répartis sur le territoire. Et on a un peu moins de 400 mineurs non accompagnés actuellement sur le territoire qui, pour le moment, sont logés à l'hôtel. Et justement, nous avons créé 450 places d'accueil pérenne qui vont ouvrir petit à petit d'ici fin 2024 pour justement sortir tous les jeunes des hôtels. La loi nous l'interdit, mais c'était déjà dans nos orientations politiques, puisque depuis le Covid, on mandate une association pour faire un suivi quotidien des jeunes dans ces hôtels-là. Et finalement, il vaut mieux effectivement les sortir des hôtels et avoir un environnement et un accompagnement plus global, plus éducatif, citoyenneté, suivi scolaire, suivi de santé, et les accompagner. Puis il y a d'autres mesures qui sont mises en place pour suivre ces jeunes-là. Et après, nous, on dépend aussi de la règle de fonctionnement et de répartition de l'État dans le nombre. Pour le moment, on a prévu 450 places pour eux, les mineurs, hein, mineurs non accompagnés, parce qu'on a aussi d'anciens MNA qu'on suit en contrat jeune majeur. Oui. Et pour continuer sur cette histoire de place et de manque de place, vous êtes dans l'Hérault confrontés à un problème de foncier en plus. Ah oui, parce que dans l'Hérault, tous les gens qui habitent dans l'Hérault sont confrontés à ce genre de problème. On est confronté en particulier ici à un problème de foncier, c'est-à-dire que les structures associatives qui veulent trouver, qui ont répondu à l'appel à projet, hein, pour loger 779 jeunes, enfants et adolescents, il faut des lieux, il faut des locaux, il faut du terrain. Donc on accompagne les structures associatives ou autres dans soit des rachats, soit de la construction, soit de l'habitat diffus, de la location, etc. Il y a cette grosse problématique qui est pas particulière à l'Hérault, mais probablement particulière qu'on pourrait retrouver dans les communes du littoral, peut-être moins dans le Lot ou la Creuse. Mais par contre, un autre problème qui est fondamental aussi pour tout le monde là, c'est le recrutement, puisque tout le personnel social, éducateur, etc., bon, nous en reparlerons plus tard, mais ce sont des freins. Très bien, merci beaucoup. Est-ce que il y a aussi davantage de signalement, c'est-à-dire est-ce que les acteurs, des acteurs publics, les acteurs privés ont tendance à plus signaler des cas d'enfants en danger? Est-ce qu'aujourd'hui c'est un constat que vous pouvez tirer? Moi, je pense qu'il y a une meilleure détection. Hein. C'est quand même l'impression qu'on peut avoir que l'augmentation, vous avez dit, est certainement liée à des questions de précarité, mais aussi à une meilleure détection. Et ce qui est plutôt là-dessus une bonne chose, entre guillemets, mais si les moyens ne suivent pas derrière, je voudrais juste revenir sur la question des MNA, des mineurs non accompagnés. Pourquoi pas l'hôtel? Mais parce que l'hôtel, il n'y a pas suffisamment d'éducateurs pour qu'ils soient accompagnés. Je veux dire, la raison, elle... Et quel est le risque? On a de grandes phrases en France en ce moment sur la lutte contre les réseaux, la traite d'êtres humains. Mais la traite d'êtres humains, elle se passe en bas des hôtels en termes de prostitution, de comment on... Alors je sais bien, vous allez dire que c'est pas que dans ces endroits-là, hein, et comment on entraîne des jeunes dans la délinquance. Donc le fait que ce soit pas à l'hôtel, c'est vraiment pour que ces jeunes soient mieux accompagnés. Et alors ce département ne le fait pas du tout, mais la façon de monter les enfants les uns contre les autres et de dire c'est parce qu'on a une augmentation des MNA qu'on n'arrive pas à s'occuper des jeunes en protection de l'enfance, je veux dire, c'est faux. Monter les pauvres les uns contre les autres, ça n'a jamais amélioré la question et c'est pas le problème. Et la deuxième chose, quand les départements, je sais aussi que vous ne faites pas partie de ceux qui le disent, mais en fait, dans les 3/4 des cas, on considère que ceux qui y arrivent sont des majeurs et pas des mineurs, mais c'est le chiffre donné par le département. Nous n'avons pas les recours devant les tribunaux. Nous n'avons pas le chiffre sorti
après recours devant les tribunaux, nous, dans ces situations-là, on peut intervenir pour faire des observations devant les tribunaux, et où un certain nombre sont finalement reconnus comme mineurs et n'ont pas été pris en charge. Et on n'a pas les chiffres. Et est-ce que le mineur, quand on lui dit non, on considère que tu es majeur, le département dit ça, est-ce qu'on lui dit les moyens de recours? Ça fait partie du droit, ça. On doit, quand on refuse quelque chose à quelqu'un, lui dire quels sont ses moyens de recours. Et il n'est pas toujours informé. Ce n'est pas toujours le cas. D'où l'avocat. Sur les signalements, adjudante Millot, est-ce que vous avez constaté aussi une hausse des signalements? Alors, ce qui est sûr, c'est que dans le département, on fait des préventions, on fait des sensibilisations auprès de tous les professionnels, que ce soit l'éducation nationale. Maintenant, je pense qu'il y a des dépistages qui se font de plus en plus régulièrement. Oui, alors augmentation, je ne pourrais pas dire, mais entre l'information préoccupante qui remonte au département ou le signalement qui va directement au parquet, en tout cas, ces deux entités sont en lien étroit et redescendent très très vite dans les commissariats ou gendarmeries le signalement pour que l'enquête soit faite au plus rapide. Donc on voit en tout cas une amélioration de la rapidité d'enquête. Est-ce qu'il y en a plus? C'est compliqué à chiffrer, à quantifier, mais en tout cas, ils sont faits, j'ai l'impression, ils sont mieux cadrés et mieux rédigés, en fait. Ils ont moins peur de faire les signalements, les professionnels. Ouais. Est-ce que vous arrivez à suivre, vous, après, en termes d'enquête, justement? Alors, de toute façon, un signalement qui descend du procureur de la République vient prioritaire à tous les autres. Effectivement, l'enquête, elles sont toutes différentes. Il y en a qui vont demander plus de temps qu'une autre. Mais s'il y a un mineur en danger immédiat, de toute façon, la priorité va être de l'auditionner. Nous, on fait une prise en charge spécifique quand on a un mineur. Il faut savoir que tout mineur victime va être auditionné sous la procédure Mélanie. C'est enregistré, c'est filmé, sonorement et visuellement, par des militaires formés, donc au protocole NICHD. C'est tout un protocole pour essayer d'avoir... NICHD. Oui, alors c'est en anglais, ne me demandez pas s'il vous plaît. C'est National Institute Children départemental, quelque chose comme ça. Mais c'est vraiment fait quelque chose par des équipes. Enfin, il y a une grosse formation pour avoir une mise en confiance, un récit le plus détaillé possible de l'enfant. Et ensuite, à l'issue de son audition, on voit, il y a l'enquête d'urgence qui va être faite, soit des professionnels qui l'entourent, qui ont fait le signalement, soit de la famille, si ça dépend s'il est victime intrafamiliale ou non. Et puis là, si jamais on voit que le mineur est en danger, on appelle immédiatement donc les services du département. Donc elle a parlé déjà du foyer de l'enfance, qui réagissent immédiatement et qui viennent nous chercher l'enfant si nécessaire. Et à l'inverse, on a les enfants qui sont déjà placés, qui sont amenés via leurs référents dans leur foyer ou dans leur famille d'accueil. La justice, pour cela, souvent, vont délivrer un administrateur ad hoc. C'est une personne qui est désignée actuellement dans le département par France Victimes, qui va représenter les intérêts de l'enfant tout au long de la procédure. Puisque cet enfant, s'il n'a pas un représentant légal attitré ou qu'il est défaillant, on va lui en administrer un pour qu'il soit représenté. Maître Aurélien Robert, je crois que votre association peut être administrateur ad hoc. Oui, alors pour l'instant non, mais c'est vrai qu'on a déposé un dossier de candidature pour devenir administrateur ad hoc parce qu'il nous est apparu qu'on arrivait aussi au bout du système. France Victime 34 a de nombreuses mesures qui lui sont confiées et il est vrai que le parquet parfois manque d'administrateurs ad hoc et le parquet de Montpellier en tout cas est venu nous chercher en nous disant vous, association l'avocat et l'enfant, est-ce que vous pourriez pas déposer un dossier d'agrément pour qu'on puisse avoir des interlocuteurs qui puissent être multiples et au final nous aider dans les démarches parce que c'est vrai que on ne peut pas le quantifier parce que nous, avocats, on ne voit pas, si vous voulez, tous les signalements qui peuvent être faits parce qu'on n'est pas nécessairement saisi par des parents ou on n'est pas nécessairement saisi par le juge pour devenir avocat d'enfant. Et il est vrai que c'est difficile pour nous de quantifier ces signalements, de savoir s'ils sont en augmentation, mais en tout cas, on sait que les mesures de placement, elles sont de plus en plus nombreuses, ça c'est sûr. Sylvain Louvet, vous avez croisé beaucoup de ces enfants cabossés par la vie. Est-ce qu'à votre avis, d'être accompagné par un avocat, ça pourrait être déjà une piste pour les aider à aller un peu mieux et à partir d'un meilleur pied? Oui, je pense que c'est essentiel. Parce qu'en fait, ces enfants, le problème qu'ils rencontrent toute leur vie, c'est quasiment d'être seuls durant leur parcours. Ils se retrouvent bien souvent arrachés à leur famille, placés dans des structures qui sont parfois, voire souvent défaillantes. Et quand ils doivent défendre en fait leurs droits,
ils se retrouvent seuls face à un juge. Moi, j'ai tourné pendant près de 2 mois dans le cabinet de juge des enfants, et j'ai été assez surpris de découvrir qu'effectivement, un certain nombre d'enfants n'étaient pas représentés par un avocat, ce qui pour moi est une catastrophe, quoi. Et en fait, il faudrait que ce soit, il faudrait que ce soit obligatoire. Dans la dernière loi de 2022, ça a fait partie de nos recommandations. Et c'est indispensable. Pourquoi ? Parce que l'enfant, il ne connaît pas ses droits. Donc, il a besoin de quelqu'un qui défend ses intérêts. Et la France, quand elle s'est engagée et qu'elle a ratifié la Convention internationale des droits de l'enfant, elle a ratifié un principe qui est l'intérêt supérieur de l'enfant. Donc, à chaque fois de se dire, mais quand on prend une décision, est-ce que c'est vraiment dans l'intérêt supérieur de l'enfant ? Et je ne dis pas que le juge des enfants ne fait pas attention à ça. Bien sûr qu'il fait attention à ça. Mais un avocat qui suit l'enfant, qui connaît, qui peut lui servir d'intermédiaire, qui peut le rassurer, c'est juste indispensable. Alors évidemment, ça a un coût. Parce qu'il va falloir... Indemniser l'avocat. Exactement, voilà. Et tout a un coût. Mais ça dit quelque chose, et on va y revenir aussi. Qu'est-ce qu'on est prêt à mettre en termes de moyens ? En termes de moyens humains et financiers pour défendre les droits des enfants. Mais enfin, je pourrais vous dire, on peut se poser exactement la même chose sur les personnes âgées et la façon dont elles sont accueillies en EHPAD et les personnes dépendantes. Quels moyens on est prêt à mettre pour respecter le droit ? En fait, c'est ça. Et si vous me permettez, c'est vrai que je vois dans la salle des consoeurs qui sont aussi avocats d'enfants et on se bat tous pour justement avoir la présence systématique d'un avocat d'enfant aux côtés de l'enfant devant le juge des enfants. Parce que, comme le disait Sylvain, c'est vrai qu'il est seul. Il est seul et si on ne fait pas la démarche d'avoir un avocat aux côtés de l'enfant, ben l'enfant, au final, il ne va pas être accompagné. Il va rencontrer un juge à un moment donné de sa vie, il va raconter quelque chose, il va raconter une histoire et après, il ne va plus rien avoir. Pas de suivi, pas d'éléments complémentaires, alors que nous, on est formés, quand on est avocat d'enfant, on se forme, on est formé au recueil de la parole, à l'accompagnement qu'on peut faire de ces enfants. Donc c'est vrai que, voilà, nous, on milite pour ça. Les pouvoirs publics n'ont pas fait le choix de mettre les moyens pour pouvoir systématiser l'avocat aux côtés d'un enfant en matière d'assistance éducative, mais je pense qu'on va continuer de lutter, d'œuvrer pour justement que cette systématisation soit effective. Nous aussi. Juste, il faut savoir aussi que quand on est dans le cabinet d'un juge et qu'un enfant se retrouve face à un juge, tout est abordé. C'est-à-dire la question des violences sexuelles, de la violence intrafamiliale. Imaginez un enfant qui débarque pour la première fois, qui a été arraché à sa famille et à qui on va demander « Est-ce que tes parents te frappent régulièrement ?» Moi, j'ai assisté par exemple à une audience où un enfant s'est retrouvé seul dans la rue à 6 ans. Ses parents avaient laissé la porte ouverte parce qu'ils étaient en train de boire de l'alcool. Et il se retrouve seul à marcher, à errer dans les rues et on le retrouve qu'une journée après. Il a passé quasiment toute la nuit tout seul. Et on le retrouve dans le bureau d'un juge. Quand il va devoir verbaliser ça et qu'il n'a personne à côté, ça veut dire qu'il y a presque un conflit de loyauté. Il va devoir dire que ses parents étaient défaillants. Sans adultes, c'est extrêmement compliqué de le faire. Oui, je voulais revenir sur tout à l'heure, vous posiez la question sur savoir si on a des éléments pour comprendre les situations. On a un service qui s'appelle le service des informations préoccupantes. Et au niveau du département, l'année dernière, en 2023, nous avons eu 3100 informations préoccupantes qui viennent de plusieurs côtés. Et c'est une augmentation de plus de 19% en un an ou deux. Ce qui a oblige les départements nous, on a recruté 9 personnes pour pouvoir les traiter, parce que vous les traitez, vous ne savez pas qui les a envoyées, elles peuvent être anonymées, etc. Et puis, il y en a quand même la moitié qui ont été déclarées comme valant le coup d'avoir une enquête sociale, au moins. Et puis, il y en a plus de 300 qui sont passés direct au procureur, parce que là, c'était avéré, il n'y avait pas besoin d'enquête. Donc, ça veut dire, derrière, il y a tout un travail très fin pour analyser toutes les situations qui nous sont données, pour pouvoir aussi avoir, on va dire, des éléments, des arguments, pour un éventuel placement ou un éventuel suivi avant que ça passe devant la justice. Et là, au moins, c'est des chiffres, on les a. On va revenir à ces décisions de justice qui ne sont pas appliquées. Donc, on l'a dit, en France, il y en a aujourd'hui plus de 3000 enfants qui devraient être placés, qui ne le sont pas, et qui se retrouvent donc en famille, qui reviennent dans leur propre famille. Ça peut conduire à des faits divers dramatiques. Il y en a eu un dans la Sarthe en 2023, un petit enfant de 3 ans qui est tombé d'un toit puisqu'il était sans surveillance.
Donc, il y a des cas, au-delà de ces cas qui sont médiatisés, il y a quand même des cas, effectivement, tous les jours, partout en France, d'enfants qui se retrouvent dans leur famille. Madame le défenseur des droits, vous avez été alertée, vous, par des magistrats, justement, en 2022 sur ce problème. Quelle situation ils vous ont décrit et surtout, est-ce que ça a évolué depuis 2022 ? Alors, on a du mal à dire si ça évolue. Enfin, nous, on a même du mal à donner un chiffre. Ce qu'on subodore, c'est que par département, c'est entre 150 et 300 décisions de justice qui ne sont pas appliquées. Ça dit quand même quelque chose. Hein. Dans un état de droit, la justice prend une décision et la décision n'est pas appliquée. Enfin, la base de la démocratie, c'est pas simplement d'aller voter aux élections. Hein. C'est aussi une question de séparation des pouvoirs et la question de décision de justice qui soit appliquée ou pas appliquée. Donc là, effectivement, on a déjà du mal à l'évaluer. Moi, après, nous, on est en enquête sur 14 départements. Donc d'abord, je ne peux pas vous dire ce que va donner l'enquête. Effectivement, il y a quand même quelques éléments qui ressortent de difficultés de recrutement, vous l'avez dit, hein, de travailleurs sociaux, de manque de travailleurs sociaux. Nous, ce qu'on observe dans les réclamations qu'on peut recevoir, d'abord, elles vont en augmentant. En droit des enfants, c'est une augmentation de près de 10%. Cette année, on est à 3 900 réclamations en droit des enfants sur 138 000 dans l'institution. Ça vous dit quand même que la majorité de nos réclamations sont plutôt des problèmes d'usagers de services publics et traités par nos délégués territoriaux. Il y en a 4 qui sont dans la salle, que vous pouvez aller voir aussi sur les questions d'ailleurs de droit des enfants et qui accueillent les réclamants en présentiel. Mais donc, on a une augmentation de ces réclamations en protection de l'enfance, on l'observe, et on observe, on l'a dit, des placements qui ne sont pas effectués, des accompagnements en milieu ouvert qui ne sont pas effectués. On observe aussi des changements de placement dans des familles d'accueil ou des ruptures dans le suivi des enfants, avec des familles et des enfants qui ne sont pas accompagnés sur ces questions-là, alors que c'est des choses, pour le coup, là, ça ne demande pas, je veux dire, de moyens financiers, ça demande juste un peu plus de coordination entre les équipes. On observe aussi, et je crois que vous allez en parler, de grandes difficultés dans l'accès aux soins, et particulièrement aux soins psychiatriques, encore plus en protection de l'enfance. Les difficultés d'accès aux soins, on est maintenant, tout le monde est concerné. Mais il y a une aggravation encore plus grande sur des publics en difficulté, particulièrement les enfants en protection de l'enfance, sur aussi la prise en charge d'enfants en situation de handicap. Par exemple, est-ce que vous arrivez à savoir, vous, sur votre département, en protection de l'enfance, combien de ces enfants sont en situation de handicap? Et très souvent, c'est un chiffre que les départements ont du mal à avoir. Alors, je n'ai pas les chiffres là, mais je sais qu'on a une grosse partie qui est en augmentation. Alors, je dirais peut-être un tiers ou peut-être même plus d'enfants qui ont des notifications MDPH. Alors, ça va d'un 10 de l'autisme, un dyslexie ou autre. Donc, et il y a un vrai problème de prise en charge parce que justement, il y a plus de pédopsychiatrie. Il n'y a plus d'IME, d'ITEP, toutes ces structures médico-éducatives, thérapeutiques qui prennent en charge. Et le problème, c'est qu'au bout du bout, comme on dit, c'est l'ASE qui récupère ses enfants. Et là, j'étais hier au foyer de l'enfance. Ils ont 2 jeunes enfants très jeunes autistes. Donc, ça veut dire que pour 2 gamins qui ont 2 ans, 3 ans ou par là, je ne sais plus exactement l'âge qu'ils m'ont dit, ça veut dire qu'il y a un personnel renforcé, ça veut dire que la structure doit s'adapter et que de l'extérieur ne propose plus de possibilités de soins, de possibilités de prise en charge. C'est pareil pour les problématiques comportementales ou les gamins qui sont délinquants ou victimes de réseaux et qui ont besoin d'un suivi, PJJ. Voilà, l'ASE, c'est le cœur d'une étoile aussi, dirais-je. Une étoile où on a besoin d'avoir autour de nous tout un maillage qui permet de mettre en œuvre réellement la prise en charge des enfants. Et comme on est le cœur et même s'il n'y a pas de prise en charge, l'ASE les prendra en charge, ça met encore plus les structures en difficulté. Donc, d'où moins d'assistantes familiales, d'où des fatigues, parce que c'est un travail d'éducateurs spécialisés ou même tous les travailleurs, c'est vraiment un travail, ils sont méritants, parce que vu ce qu'ils subissent, la violence des gamins, etc. Vraiment, il faut reconnaître la valeur et l'engagement de ce personnel-là. Hein. Maître Aurélien Robert, sur ces décisions de justice non appliquées,
C'est forcément un constat que vous tirez aussi. C'est un constat qu'on tire effectivement, mais le premier constat qu'il faut qu'on fasse aussi, c'est que la justice n'a pas de moyens. Parce que si on avait des juges qui permettaient d'avoir effectivement un contrôle effectif de leurs décisions, ce qu'il faut qu'on sache aussi, c'est que le constat qu'on fait, c'est qu'en 1850, on avait un nombre de magistrats qui est identique à celui de 2024. Donc, alors que la population a été multipliée par 3. Donc aujourd'hui, comment voulez-vous effectivement contrôler une décision de justice lorsqu'elle a été rendue par un juge et pour s'assurer de son effectivité lorsque les juges sont noyés par toutes les mesures qu'elles ont? Nous, à Montpellier, on a 5 juges des enfants. Elles ont à peu près entre 150 et 200 mesures d'assistance éducative, placement ou autre, par cabinet. Donc c'est énorme. Comment voulez-vous qu'elles gèrent chaque placement et chaque effectivité? Et tous les jours, dans nos cabinets, quand on est avocat de parents ou avocat d'enfants, on voit des mesures qui ne sont absolument pas mises en place. On a des mesures de placement. Quand on a une mesure de placement qui est prise, c'est qu'il y a un enfant qui est en danger derrière. Eh bien, comme il n'y a pas de place, eh bien, l'enfant reste au domicile. Alors, il y a des situations dans lesquelles, mais elles sont à la marge, il y a des situations dans lesquelles le placement non exécuté fait que parfois la situation peut s'améliorer parce que même si on n'a pas de placement, il y a quand même des éducateurs qui viennent à la rencontre des parents, il y a des éducateurs qui viennent aider sur des positionnements, sur des questionnements, mais ça reste à la marge. On est quand même à 95% des placements non effectués qui sont dramatiques pour les enfants et dramatiques aussi pour les parents parce que les situations s'enveniment. Donc si on ne prend pas déjà le sujet à la base, c'est-à-dire de donner les moyens, alors je sais que les départements n'ont pas de moyens, mais la justice n'en a pas. Il y a beaucoup de domaines dans lesquels il n'y a pas beaucoup de moyens, hein. L'éducation nationale, la santé, on pourrait faire toute une liste, ça c'est sûr. Mais on sait que la justice, c'est le parent pauvre. On sait aussi que la justice, le budget alloué à la justice en France, c'est le 26e sur les 29 États de l'ensemble de l'Union européenne. Donc quand on part de ce principe-là et qu'on voit que le budget qui est alloué par Français à la justice, on est derrière les pays comme la Moldavie, l'Estonie, enfin tous ces pays qui ont émergé à la suite de 1989, eh bien, on a des questions à se poser. Aujourd'hui, en 2024, rien n'a changé. Donc oui, on fait le constat de ces mesures-là, et les juges sont complètement démunis, et elles nous disent, saisissez le tribunal d'une autre composition, pour dire, la décision que j'ai rendue n'est pas effective, il faut qu'elle soit effective. Mais là encore, ça veut dire que nous, on doit expliquer à nos clients qui n'ont pas vu leurs enfants, parce que on parle des mesures de placement non exécutées, mais aussi on ne parle pas des mesures, par exemple, de visites médiatisées qui ne sont pas exécutées. C'est-à-dire que lorsque vous avez des enfants qui sont placés et que les parents doivent aller les voir dans des organismes, des structures d'accompagnement, à Montpellier, il faut attendre entre 6 et 9 mois pour avoir une place. Donc quand vous avez une mesure de placement et une visite médiatisée qui doit être mise en place, vous devez attendre 9 mois avant d'aller voir votre enfant. Donc ça c'est pareil. Allez expliquer à votre client que ça fait 9 mois qu'il ne l'a pas vu, mais on doit saisir un autre juge qui va statuer dans 2 ans pour que, justement, il puisse faire effectivement respecter ses droits. C'est très compliqué. Nous, en tout cas, avocats, on est complètement démunis. Et les gens ne l'entendent pas, ce qu'on peut comprendre. Mais c'est vrai que c'est très difficile. Et là, on le voit, on l'a vu notamment dans vos documentaires, Monsieur Louvet, les enfants, lorsqu'ils sont accueillis en foyer, ce sont des enfants cabossés, des enfants parfois violents qui se retrouvent ensemble, des enfants difficiles à gérer. Votre enquête le révèle, les faits de violence sont courants. Qu'est-ce que vous avez découvert donc, en enquêtant autour de ces enfants placés en foyer ? Déjà, c'était une enquête qui m'a pris beaucoup de temps. Ça m'a pris à peu près 3 ans, dans lequel j'ai rencontré des centaines de cadres, de travailleurs sociaux, d'enfants placés évidemment, d'institutions, de présidents, de conseils départementaux, pour essayer de comprendre déjà ce secteur qui est effectivement très complexe, comme vous le disiez, qui est une immense étoile dans laquelle tout est interdépendant. Et effectivement, ce que j'ai découvert, c'est que pour un certain nombre d'enfants placés, qui ont été donc placés par décision de justice pour être protégés de leur famille, parfois, je dirais, un très grand nombre d'enfants sont plus en danger dans les structures de l'aide sociale à l'enfance que chez eux. C'est-à-dire qu'effectivement, au terme de 3 ans d'enquête, je me suis retrouvé à découvrir vraiment, et à chaque fois que je découvrais ça, je me disais mais c'est pas possible que ça existe.
des dysfonctionnements massifs dans certaines structures, des dysfonctionnements que je dirais même systémiques, parce que les dysfonctionnements que j'ai pointés du doigt dans le documentaire sont véritablement massifs, se déroulent sur tout le territoire. Je pense que je ne peux citer dans chaque département un foyer ou une structure qui dysfonctionne. Les dysfonctionnements, ils sont de plusieurs types. Premier dysfonctionnement, c'est effectivement des structures engorgées, dans laquelle la violence est quotidienne, la violence est même endémique, c'est-à-dire que c'est même constitutif de ces structures-là, des faits qui sont dénoncés depuis des années par des travailleurs sociaux et qui ne sont pas pris en compte par les départements. Et évidemment, il y a aussi des travailleurs sociaux très investis dans leur travail et puis d'autres qui sont complètement dépassés. Des travailleurs sociaux qui sont non formés. Dans le cadre du documentaire, on a réussi à infiltrer donc un de nos journalistes dans un foyer, le plus grand foyer de France, sans diplôme, sans formation. Rien n'a été vérifié. Il a été recruté à la base d'un entretien d'embauche qui a duré, je pense, une vingtaine de minutes. Et effectivement, il a pu ramener des images qui sont absolument scandaleux, c'est-à-dire des travailleurs sociaux qui, justement, par le fait qu'ils étaient dépassés, en deviennent à être maltraitants. Alors là encore, évidemment, ça ne veut pas dire que tous les travailleurs sociaux sont maltraitants, mais ça veut dire que beaucoup de travailleurs sociaux, parfois, n'ont plus d'autres moyens que de commettre des actes de maltraitance pour pouvoir prendre en charge certains enfants qui ont des pathologies très compliquées. Dans le cadre du documentaire, j'ai aussi révélé que des familles d'accueil qui avaient été condamnés pour maltraitance continuent encore aujourd'hui à recevoir des enfants. Et puis je pense que ce qui était effectivement pour moi la chose la plus importante révélée dans le documentaire, c'est que il y a effectivement dans certains foyers des viols répétés entre enfants. On parle d'enfants de 5-6 ans violés par des enfants beaucoup plus âgés, parfois 12-13 ans. Des signalements qui sont effectués par les travailleurs sociaux eux-mêmes, qui remontent ça au conseil départemental, et des mesures qui ne sont pas prises. Et donc vous vous retrouvez dans des situations comme à Eysines, par exemple, donc dans le département de la Gironde, qui a dans les mêmes groupes un enfant qui a commis un viol sur un autre enfant et qui continue pendant 2 ans à fréquenter ce même enfant dans le même groupe, des enfants qui ne sont pas écartés de la structure. Et encore une fois, ça pourrait paraître, on pourrait se dire, mais c'est un journaliste qui va chercher la petite bête, mais pas du tout. C'est-à-dire que ce genre de dysfonctionnement, j'ai recueilli des centaines de milliers de documents qui prouvent que ce qui se passe là-bas se passe ailleurs. Et d'ailleurs, quand j'ai terminé ces 2 documentaires, même encore aujourd'hui, je reçois des centaines et des centaines de messages sur les réseaux sociaux de travailleurs sociaux, d'enfants placés, d'anciens enfants placés, de cadres qui me disent « Mais Sylvain, il faut que tu viennes enquêter dans notre structure parce qu'il est en train de se passer ce que tu as dénoncé en Gironde. » Donc voilà, on peut vraiment parler de dysfonctionnement systémique en protection de l'enfance. Je voudrais, intervenir par rapport à ce que dit le monsieur, parce que effectivement, il y a des dysfonctionnements avérés dans toutes les structures, dans toutes les institutions, malheureusement, et dans toutes les collectivités. Je ne voudrais pas qu'à partir de certains cas, on en fasse une généralité, parce que nous travaillons avec quand même pas mal de structures partenaires, nos opérateurs partenaires, des associations, des structures qui tiennent des maisons d'enfants, que nous arrivons à contrôler, avec qui on a quand même de bons liens. Et il y a surtout de la réussite. Hein. Et donc, il y a des cas, évidemment, hein, moi je sors de l'éducation nationale, il y avait aussi des cas, mais je pense qu'il faut se méfier de ne pas généraliser à partir de quelque chose, parce que on dirait que l'ensemble des structures d'accueil des enfants confiés et c'est une catastrophe. Non, il y a des réussites, il y a des lieux où il fait quand même bon vivre. Et pour répondre au monsieur par rapport à effectivement la problématique de mettre ensemble les enfants. Bon vivre, c'est. Oui. Non, bon vivre. Écoutez, bon vivre par rapport quand vous sortez d'une famille où vous êtes maltraité et que vous vous retrouvez dans une structure, soit une famille d'accueil, soit une structure collective où on vous propose un peu plus de choses, vous êtes pris en charge et vous êtes sécurisé, c'est toujours mieux que de se faire maltraiter à la maison. Mais donc, je finis, excusez-moi. Sécuriser, ça reste. Et donc là, nous avons dans le cadre du schéma, il y a pour répondre à cette question, on a une action qu'on veut mettre, le schéma de l'enfance et de la famille, une action qu'on va mettre en place et qui a commencé,
C'est-à-dire que les enfants auteurs et les enfants victimes restent les deux des enfants confiés. Donc, on met en place des structures spécifiques dans lesquelles il y a les enfants auteurs d'un côté et évidemment séparer les enfants victimes avec un suivi plus pointu pour ces enfants-là, parce que on s'est aperçu que dans certains endroits, il n'y avait pas de possibilité de les séparer. Or, il faut tout de suite les séparer, et c'est une expérimentation, donc une action que nous sommes en train de mettre en place au plus vite. Juste pour répondre, et voilà, j'arrêterai là. Le constat, il est sans appel. Aujourd'hui, vous dites, il y a finalement des enfants qui s'en sortent. Aujourd'hui, il y a quand même 70% des enfants de l'ASE qui sortent sans diplôme. Aujourd'hui, 30% des mineurs délinquants sont d'anciens enfants placés. Et vous avez, comme le disait tout à l'heure, mais délinquants, heureusement, j'ai envie de dire, mais 70% qui sortent du système sans diplôme, c'est énorme. Le chiffre est énorme. Ce que je veux dire, c'est que évidemment que des structures, moi j'ai filmé dans des structures qui travaillent excessivement bien, dans lesquelles les travailleurs sociaux, et même j'ai rencontré des enfants placés qui m'ont raconté, qui m'ont dit, mais moi je m'en suis sorti. J'ai en mémoire une jeune fille qui a fait Sciences Po Paris et qui m'a expliqué son placement, mais comme je vous le disais tout à l'heure, même ces enfants-là ont vécu eux aussi de la violence dans les foyers dans lesquels ils sont passés. C'est-à-dire qu'en fait, les réussites mises en avant par les conseils départementaux sont décorrélées de ce qu'ils ont vécu, des violences qu'ils ont vécues à l'intérieur des structures. Et c'est très important de le dire. Et ce que vient de dire Sylvain, je trouve que c'est absolument essentiel, parce que ça pose une question, qui est celle du contrôle. Et du contrôle, effectivement, des conseils départementaux, de l'État, sur la façon dont sont gérés ces foyers et les familles d'accueil. Et en fait, c'est ça que ça pose comme problème. C'est la question du contrôle. Et honnêtement, alors je ne sais pas pour le département de l'Hérault, mais globalement, il n'y a pas suffisamment de contrôle. Nous, quand on demande, vous avez cité un des foyers sur lequel on a été en enquête, nous aussi, on s'est aperçu qu'il n'y avait pas de contrôle du département. Et pas du tout de façon suffisante. Ce n'est plus le cas, on peut dire, que sur ce lieu-là, parce qu'on demande un suivi. Nous, on n'a pas de pouvoir de contrainte. On a de forts pouvoirs d'enquête. On ne peut pas nous refuser ni des auditions, ni les pièces. Nous n'avons pas de pouvoir de contrainte, mais on a un pouvoir de suivi. Donc, quand on ne nous répond pas au bout de 2 mois, on redemande de ce qui a été. Et donc, il y a tout à fait des départements qui nous répondent et qui expliquent qu'ils sont faits. Mais vraiment, ça pose la question du contrôle. Et donc, il faut que les familles d'accueil soient contrôlées régulièrement. Il faut que les foyers soient contrôlés régulièrement. C'est que comme ça qu'on saura ce qui va et ce qui ne va pas et comment on peut améliorer. Et là encore, c'est une question de manque de moyens. Mais c'est vrai que, si je peux me permettre, c'est vrai que nous, on n'est pas au cœur de la réalité de ce que vit le département lorsqu'il organise les foyers, les maisons d'accueil. On est au cœur de la réalité de ce que vivent nos clients, nos enfants qui sont suivis. Et quand les enfants nous disent, l'éducateur, il a pris 30 minutes pour venir manger au McDo avec moi, une fois dans le mois, parce que l'éducateur, il a 35 mesures à faire et que forcément, quand il doit aller voir le mineur que j'assiste, il a pris une demi-heure pour aller manger au McDo avec lui, c'est tout. Parce qu'il n'y a pas de suivi. C'est la réalité. Et la réalité de nos enfants, on ne peut pas dire que les enfants mentent pour couvrir une institution ou autre. Les enfants, ils vous donnent la réalité telle qu'ils la vivent. Et ils vous disent, au final, j'étais peut-être mieux chez papa et maman. Alors peut-être que je me faisais frapper, mais au moins j'avais quelqu'un qui était là, parce que l'éducateur, je ne l'ai jamais vu. En un mois, je l'ai vu une demi-heure pour aller manger au McDo. Donc c'est vrai que c'est compliqué aussi. Il y a un fait qui est très important, un rapport qui est sorti en 2009 de la Cour des comptes, qui évalue, et ça m'a... Mais quand je l'ai eu ça, j'avais les poils qui se hérissaient. Un foyer en France est contrôlé en moyenne une fois tous les 26 ans. Je ne sais pas si vous vous rendez compte de ce que ça représente. C'est gigantesque. Enfin, je veux dire, comment arriver à identifier des foyers qui dysfonctionnent s'ils sont contrôlés une fois tous les 26 ans. Voilà, je vous laisse sur ça, quoi. C'est encore une fois un manque de moyens. C'est vrai. Non, parce que le département est là. Du coup, évidemment, le département, on se retourne vers elle. Mais donc, il n'y a pas que le département dans cette histoire. Et vous souffrez aussi d'un manque de coordination avec les services de l'État, avec l'ARS. Et l'État ne doit pas se défausser non plus sur cette question-là, sur les départements. Oui, parce qu'on a des commissions de contrôle. Là, on est en train de former du personnel, justement, parce que avec la PJJ, protection judiciaire de la jeunesse, pour travailler sur le contrôle des établissements. Il y a, quand on est alerté aussi, parce que les travailleurs sociaux ou les éducateurs qui travaillent à l'intérieur des établissements peuvent alerter les services du conseil départemental, et là, on met en place un contrôle. Mais c'est vrai que c'est une politique et une culture
qui se développe, mais on rentre dans une culture de contrôle et d'évaluation parce que on y met aussi beaucoup d'argent. Donc il faut aussi savoir comment elle est employée et que si les orientations politiques de valeurs que nous voulons partager avec nos opérateurs partenaires, elles sont bien orientées et bien définies et bien mises en œuvre. Voilà, donc c'est vraiment une culture du contrôle qui se met en place. Il faut former les gens. Tout est pareil. Moi, j'appelle l'État à augmenter ses dotations parce que les départements, actuellement, il y a un problème énorme de finances. On a perdu notre levier fiscal, donc on n'a plus accès à la fiscalité. On a des rentrées d'argent par les droits de mutation avec l'effondrement du marché immobilier. Ces rentrées d'argent ont drastiquement diminué. Et on a en face des besoins qui augmentent et aussi une demande de la population qui augmente sur le travail, le contrôle, l'évaluation de notre travail, le suivi, les sorties des enfants de l'ASE, etc., etc. Donc là, à un moment ou à un autre, il va falloir que l'État prenne ses responsabilités aussi. Les départements, en termes de budget, nous, on avait un budget en 2017 à 143 millions. En 2024, il est passé à 220 et on va, avec les budgets supplémentaires, arriver à 230 millions. Donc c'est un budget qui prend une importance avec des moyens, avec du recrutement. On a recruté 122 personnes rien qu'en interne dans les services centralisés depuis 5 ans. Voilà, il y a de l'argent qu'on met, il y a du choix politique, il y a de l'orientation. Le président du département, il défend à fond mais au bout d'un moment, c'est vrai que voilà, on arrive devant, comme tous les départements, et tous les départements de France, moi je sors d'une réunion avec la ministre El Haïry, tous les départements de France ont posé le même constat. Les besoins augmentent, augmentent, et nos finances baissent. On fait comment? Point barre. Pour conclure sur ces questions des violences, adjudante Léa Millou, est-ce que vous aussi, vous constatez effectivement des faits de violence dans ces structures? Alors effectivement, nous en gendarmerie, on voit les enfants qui passent dans nos services soit parce qu'ils sont victimes ou auteurs. Les enfants qui sont placés dans ces structures sont victimes de violences sexuelles. Monsieur Louvet le disait, elles sont très présentes à tout âge. Qu'importe fille, garçon, c'est multiple. L'explication qu'on voit ressortir le plus rapidement possible, c'est que c'est des enfants traumatisés par leur parcours de vie. Ils sortent, ils ont soit grandi dans de la violence ou justement dans de l'inceste. Enfin, ils ne connaissent que ça. Et puis quand ils arrivent, ils en deviennent soit victimes, soit auteurs. Soit ils peuvent même être victimes et devenir eux-mêmes auteurs, comme un peu une passation. On a l'impression, ça m'est déjà arrivé d'avoir auditionné un enfant victime et le revoir quelque temps après en tant qu'auteur. Il reproduit des schémas qui sont un peu l'effet de groupe. Je crois que M. Louvet l'a un peu signalé. Ça, on le voit. On voit également aussi qu'ils sont un peu seuls. Donc déjà, un adolescent ou un jeune enfant, quand on lui donne un téléphone portable dans la main, tout le monde sait que ça peut être une petite bombe. Mais alors eux, ils se font attraper très rapidement via les réseaux. Donc ça soit dans le stupéfiant ou dans la prostitution. Ils commencent par le michetonnage et la prostitution juvénile. On en trouve pas mal quand même dans ces structures-là. Il y en a dans tous les mineurs, mais les mineurs placés quand même sont des proies faciles et sont très vite attrapés. On a l'impression, en tout cas, c'est récurrent, ces violences sexuelles. Et puis d'eux-mêmes vont aussi se mettre en danger parce que c'est le schéma qu'il y a, je ne sais pas, soit dans la structure, soit leur façon d'essayer de se débrouiller ou de se gaillardiser comme ils peuvent, Donc, Mais c'est un schéma aussi psychologique de victime aussi, parce qu'il faut quand même garder à l'esprit que les enfants, au départ, ce sont des enfants qui ont été victimes de leur vie. Ils ont une vie cabossée. Ils arrivent avec vous l'avez bien dit, des schémas incestueux, violence, abus sexuels, violence physique, maltraitance, ou alors même défaut total d'éducation. Donc ils n'arrivent pas neutres, on va dire. Et c'est vrai qu'il y a une schématisation psychologique qui fait qu'ils peuvent reproduire, ils peuvent faire subir ce qu'ils ont subi. Voilà, c'est. Et c'est là où c'est compliqué. On disait qu'effectivement, tous ces enfants devraient être tous très, très suivis, médicalement parlant, parce que là, on est vraiment même dans de la médecine. C'est pas juste. Voilà,
Donc, et on a le cas même de familles d'accueil, des fois, qui nous les amènent pour les auditions, où les enfants décompensent complètement dans nos services. Et la famille d'accueil dit, je sais pas, je suis pas armée, je ne sais pas comment faire. On a un rendez-vous dans tant de temps. Voilà, donc ça a l'air très compliqué voilà, de gérer médicalement parlant le psychique de ces enfants traumatisés. Donc, le travail des départements, il est très difficile. Enfin, je pense qu'on en a tous conscience. Gérer ce dossier, c'est vraiment un dossier hyper épineux. C'est un dossier, en plus, on s'en rend pas compte, mais c'est pas un dossier politiquement intéressant. Parce que, en fait, les enfants placés, par définition, ne votent pas. Donc, en fait, ça ne peut, pour un département, être considéré que comme, pas un boulet, mais comme un dossier difficile. C'est une certitude. Mais il y a quand même une espèce de culture que j'ai, en tout cas, qui est là pour le coup purement du ressenti, mais que j'ai ressenti moi de la part des départements, qui est justement parce que ces enfants sont cabossés, on va accepter certaines situations. C'est-à-dire que typiquement dans le cas des IN, moi j'ai récupéré des notes d'éducateurs qui signalaient depuis 2 ans des abus sexuels entre enfants, avec des enfants qui stagnaient dans les mêmes groupes, entre des enfants qui étaient du coup auteurs et des enfants qui étaient victimes, et qui restaient pendant 2 ans dans les mêmes groupes. Et en fait, le département a fermé les yeux complètement en se disant, oui, mais de toute façon, ce sont des enfants qui sont difficiles, ils sont cabossés, ils vivent ce qu'ils vivent, et donc du coup, on va pas prendre de décision parce qu'on va vous laisser gérer vous-même. Et donc les éducateurs en bout de chaîne se retrouvaient en disant, mais attendez, mais nous, on n'est pas aptes à gérer ce genre de choses. C'est là où moi je pense que ça n'excuse, enfin, leur passé ne doit pas être une excuse pour l'inaction. Voilà. On va essayer d'aborder une paire de questions supplémentaires, puis après on donnera la parole à la salle parce qu'il y a pas mal de questions, j'imagine. On parlait des éducateurs, mais il y a aussi la problématique des familles d'accueil, des familles d'accueil qui sont de plus en plus difficiles à recruter. Vous me disiez, Madame Kalueba, est-ce que vous pouvez nous raconter un petit peu quelles sont les tentatives que le Conseil départemental de l'Hérault a faites pour recruter en vain? Alors oui, c'est un vrai problème. Et là, c'est un vrai problème national. C'est un métier qui est très compliqué, puisque vous accueillez des enfants, comme on a dit, qui partent cabossés dans la vie dans votre propre famille. Donc il faut avoir une structure familiale relativement solide. Ça impacte tout le monde, le mari ou la femme, selon qui est le référent, les enfants. Et vous vivez avec eux, avec leur sac à dos, on va dire. Ils n'arrivent pas à neutre. On a un vieillissement de la population de familles d'accueil, donc il y a des départs à la retraite, et on a lancé 2 grosses campagnes de communication avec des affiches, des petites vidéos pour essayer de recruter. Et puis là, on s'aperçoit que les gens arrivent en étant pleins de bonne volonté, mais il y a un travail d'évaluation avec ces familles-là pour les mettre devant la réalité de ce qui les attend et évaluer aussi leurs compétences avant même qu'elles rentrent en formation. Et là, on s'aperçoit que c'est pas toujours solide, donc on n'arrive pas à recruter autant que de besoin. Et le deuxième problème, c'est que quand on recrute une famille d'accueil, jeune famille d'accueil, va accueillir 1-2 enfants. Une famille d'accueil aguerrie en fin de carrière, il y a des familles qui ont 4 enfants. Donc là aussi, il y a le nombre de familles d'accueil qui est très lié au nombre de places. Et là, on relance des campagnes. On a pris contact avec France Travail pour travailler avec eux, puisqu'ils peuvent avoir repéré des gens qui n'y pensent pas. Et eux peuvent faire un repérage parce que on a réellement besoin de familles d'accueil. Vous avez des enfants qui ne peuvent pas être accueillis dans le collectif. Il y en a, c'est l'inverse. Mais alors donc nous, on a rémunéré, on a augmenté la prime d'entretien, on a une équipe mobile quand elles accueillent des enfants handicapés, on a travaillé avec l'ARS pour une équipe mobile, on a de la formation, elles ont 700 heures de formation dès le départ, plus de la formation continue, de l'analyse de pratique, donc je sais que c'est jamais assez, mais il y a quelque chose vraiment qui est mis en place, il y a un regard d'accompagnement de référents par territoire, et voilà, je fais un appel public qui veut devenir famille d'accueil. Nous avons, c'est un beau métier, mais c'est vrai que c'est un métier qui n'est pas facile, mais qui est fondamental pour l'accueil des enfants. Sylvain Louvet, vous en avez rencontré lors de votre enquête, dont une qui était justement une ancienne famille d'accueil qui a expliqué face caméra les difficultés qu'elle rencontrait aujourd'hui par rapport aux premières années, c'est-à-dire des enfants qui arrivent sans qu'on connaisse leur parcours,
des enfants qui sont parfois mélangés à mauvais escient. Oui, et d'ailleurs, c'est une famille qui est extraordinaire. C'est-à-dire que là, pour le coup, c'est une famille d'accueil exemplaire, qui a, je pense, ça dans le sang depuis plusieurs générations. Je crois que dans la famille qui était effectivement une famille déjà composée avec 2 enfants à charge, ils ont en plus pris 3 enfants, dont des enfants avec des pathologies de handicap, etc. Donc, c'est incroyable. C'est-à-dire qu'ils ont un dévouement, et ces enfants sont les leurs quasiment. Hein. C'est-à-dire que j'ai trouvé ça extraordinaire. Mais effectivement, ce qui me racontait, c'est que de plus en plus, quand on leur envoie des enfants, quand le département leur envoie des enfants, ils n'ont pas forcément connaissance du dossier. En fait, l'enfant débarque, ils ont très très peu d'informations pour savoir qui il est, la pathologie qu'il a. Donc, ils découvrent un peu sur le tard que effectivement l'enfant est scolarisé dans un ITEP, un IME, a effectivement des pathologies très graves, type schizophrénie, un enfant psychotique, etc. Et ils doivent gérer ça sans avoir été préparés. Je crois que la formation aujourd'hui, il y a 60 heures de formation, je crois, préparatoire pour une famille d'accueil. Et ensuite, il y a préparatoire, et ensuite, une fois qu'ils ont été validés, il y a 2 ans quasiment de formation continue en alternance, etc. Mais c'est vrai que c'est une énorme responsabilité pour à peu près 1 500 € par enfant. Donc, faut avoir conscience de ce que c'est. C'est-à-dire qu'on confie quand même la charge d'un enfant parfois très difficile pour 1 500 €. Voilà. Je ne sais pas si beaucoup d'entre nous le feraient, quoi. Et en fait, ce que dit Sylvain, c'est qu'il y a quelque chose dans la loi qui est le projet pour l'enfant, qui est une obligation. Et en fait, nous, ce qu'on observe, en tout cas dans les réclamations qu'on reçoit, c'est que c'est pas fait. Et en fait, c'est ce projet pour l'enfant qui permet d'avoir les informations sur le parcours de l'enfant et puis quel est l'objectif aussi à terme. Et c'est ce genre d'informations, le foyer d'accueil en a besoin. En a besoin également la famille d'accueil. Et tout ça, qu'est-ce que ça dit? Parce que c'est le travail beaucoup des travailleurs sociaux dans ces cas-là de faire ça. Mais eux-mêmes sont mis en difficulté quand ils ne sont pas suffisamment nombreux pour faire ce projet pour l'enfant. Mais ce point-là, il est essentiel. On n'en avait pas parlé, c'était l'occasion d'en parler du projet pour l'enfant. Sur les familles d'accueil, Maître Robert? Oui, c'est vrai que le projet pour l'enfant, on le voit dans les dossiers, au final, il n'apparaît nulle part. Et quand on interroge les parents de savoir s'ils ont été interrogés par les travailleurs sociaux sur les pathologies, sur les problèmes de handicap, sur les 10, sur la scolarité, au final, ça n'est pas fait. Ça n'est pas fait. Donc c'est vrai que c'est là la grosse difficulté. On va conclure cette table ronde autour d'une question. Il y a en ce moment une commission parlementaire qui planche sur la question de l'aide, du fonctionnement de l'aide sociale à l'enfance. J'ai une question simple pour chacun d'entre vous, c'est qu'est-ce que vous en attendez? Madame Hédon. Effectivement, c'est une commission d'enquête, donc je serai auditionnée. D'accord. Et donc, quand vous êtes convié pour une commission d'enquête, vous n'êtes pas convié, vous êtes obligé d'y aller. Non, mais il faut le savoir. Et vous jurez de dire la vérité. Quand même 2 points importants sur les qu'allez-vous leur dire, alors? Sur les commissions d'enquête. Donc, je sais que ce sera plutôt pour ma part fin juin. Qu'est-ce qu'on en attend? Alors nous, en parallèle, je vous dis, on est en enquête sur les 14 départements. La commission d'enquête rendra son rapport, on le sait maintenant, à peu près en octobre, fin septembre, début octobre. Nous, ce sera plutôt novembre ou décembre. Qu'est-ce qu'on peut en attendre? Je pense que ce qui est important, c'est que les choses soient dites, même s'il y a une partie qui est dite, c'est de faire un état des lieux. C'est de dire aussi quels sont les moyens dont on a besoin humains et financiers. Je pense que la commission d'enquête montrera aussi les avancées, les progrès qui ont pu être faits et montrera des exemples d'endroits où ça fonctionne et pourquoi certains endroits on y arrive et d'autres pas. Je pense que c'est important qu'il y ait une commission d'enquête vu l'état de la protection de l'enfance aujourd'hui en France, qui quand même, on peut le dire, je suis désolée d'être négative, n'a jamais été dans un état aussi dégradé. Monsieur Levé. Non, moi, de manière très concrète, je pense... Ils vont vous auditionner d'ailleurs ou pas? Ils ont prévu d'auditionner normalement les journalistes, plusieurs journalistes, dont a priori je fais partie. Néanmoins, je pense que ce que beaucoup attendent, notamment les enfants placés eux-mêmes, le comité de vigilance constitué d'enfants placés qui vient de se créer, dont l'IS, qui était le personnage de mon film, est devenu le leader. Ils ont été auditionnés cette semaine et je pense que ce que tout le monde attend, c'est des mesures très concrètes, c'est-à-dire la création d'une autorité indépendante de contrôle qui n'existe pas aujourd'hui, vraiment. L'IS milite pour la recentralisation, renationalisation.
c'est un combat qu'il mène depuis longtemps. Moi, je suis partagé parce que je pense qu'il y avait la DAS avant et que ça marchait pas forcément mieux, mais après, ça dépend de quelle renationalisation on parle. Ensuite, je pense qu'il faut effectivement l'obligation pour les enfants d'être accompagnés par un avocat. Ça, je pense que c'est fondamental. Et puis ensuite, surtout sur la sortie après 18 ans de l'aide sociale à l'enfance, il faudrait, personnellement, je trouve que ça serait génial de prendre la décision radicale de dire on rend obligatoire les contrats jeunes majeurs après 18 ans. Les départements seraient noyés sous les demandes, mais je pense que c'est fondamental. Pourquoi ? Parce que cette commission d'enquête parlementaire, j'espère qu'elle aura pour vocation d'ouvrir un peu les yeux sur le sort de ces enfants. On le répète jamais assez. Aujourd'hui, un quart des sans domicile fixe en France, et c'est pas les jeunes, c'est les sans domicile fixe en France, un quart sont d'anciens enfants placés. 40% parmi les moins de 25 ans à la rue sont d'anciens enfants placés. 30% des mineurs délinquants. On dit qu'une société qui maltraite ses vieux condamne son avenir. Qu'en est-il d'une société qui maltraite ses enfants ? Madame Callueva. Oui, donc moi je suis tout à fait d'accord avec ce qui vient d'être dit. Je voudrais demander à ce que l'État remette la protection d'enfance et l'enfance en règle générale au cœur de la préoccupation qui est politique. Et pour ce faire, il faut absolument que, là je vais parler en tant que collectivité, vice-président d'une collectivité qui a cette compétence-là, donc que on soit accompagné à plusieurs niveaux, accompagné au niveau financier, bien évidemment, parce que si on veut faire monter ces politiques en puissance, il va falloir des moyens. C'est de l'humain, il faut de l'humain en face. C'est pas des petites machines. Donc pour mettre de l'humain en face, il faut aussi des moyens. Il faut innover, il faut imaginer, et il faut trouver. Mais pour trouver, il faut sortir de l'urgence et travailler la prévention. Donc remettre aussi sur le travail, la planche de travail, la notion de prévention, parce que si on arrivait à faire réellement de la prévention bien dès la première parentalité, par la PMI, par les mesures d'accompagnement de parentalité, etc., on aurait peut-être aussi moins de placements et on serait moins dans l'urgence. Donc là, il y a vraiment le cœur de travail à faire. Et comme je l'ai dit tout à l'heure, il faut que l'État prenne sa place réelle dans tout ce qui est service public. C'est-à-dire que la pédopsychiatrie, la santé des enfants, tout ce qui est du médico-social, du médico-éducatif, les ITEP, les IME, etc., toutes ces structures-là, la justice des enfants, la protection judiciaire de la jeunesse, qui, je crois, sur le département, a 14 lits. Donc c'est rien, alors qu'on a des enfants de plus en plus en difficulté, de plus en plus violents, qui ont besoin d'un accompagnement qui va au-delà d'un éducateur spécialisé, d'un foyer de l'enfance ou d'une maison d'enfance. Ce sont réellement des procédures judiciaires qu'il faut mettre en place autour des enfants. Donc cette étoile-là, l'État doit le prendre en charge et vraiment, vraiment, vraiment prendre sa part au travail. Adjudante. Pour ma part, moi je suis certaine que si ces enfants traumatisés sont chouchoutés comme ils devraient l'être et qu'on arrive à les traiter du mieux qu'on peut, j'espère que justement ils ne passent plus dans mes locaux, tout simplement. Maître, un mot ? Mais c'est vrai que moi je militerai toujours pour l'assistance d'un enfant par un avocat, parce que c'est vrai que c'est l'accompagnement qu'il devrait avoir devant un juge des enfants. Donc s'il y a des moyens à mettre, ils sont évidemment dans la justice. Mais comme vous l'avez tous rappelé, il y a des problèmes au niveau des soins aussi, de l'accès aux soins de ces jeunes. Mais en tout cas, oui, j'espère que cette commission va déboucher sur le fait qu'on systématise la place de l'avocat d'enfant aux côtés de l'enfant. Ok, merci à vous tous pour votre participation. Avant de passer aux questions de la salle, je voudrais tendre le micro à Mathilda Bossi, puisque vous faites partie de ce fameux comité de vigilance des enfants placés. Alors, Mathilda, est-ce que vous pouvez nous raconter un petit peu votre parcours et nous dire surtout ce que vous avez pensé de ce débat et s'il y a des choses qui vous ont particulièrement parlé? Bonsoir à tous. J'ai préparé une petite lettre parce que c'est pas évident de prendre la parole. Il y a beaucoup d'émotions, c'est évident. Donc, je m'appelle Mathilda, j'ai 26 ans et je suis un ancien enfant placé. Comme beaucoup d'autres, j'ai essuyé les plâtres d'un système défaillant, l'aide sociale à l'enfance. Aujourd'hui, je fais partie du comité de vigilance des enfants placés. Nous sommes 240 aujourd'hui, anciens enfants placés, de tout âge, avec des parcours de vie et des placements différents, aux quatre coins de la France. Nous nous battons pour que ce qui nous est arrivé, ce qui m'est arrivé,
ne se reproduisent plus jamais. Comment un organe à vocation de protection de l'enfance puisse autant échouer dans sa première mission. J'ai envie de vous raconter une histoire, celle où l'aide sociale à l'enfance incarne parfaitement cette protection. Si l'ASE n'avait pas de défaillance à mener ses enquêtes, elle aurait vu que cette petite fille de 7 ans était déclarée enlevée par Child Focus. Si la République avait gardé les yeux ouverts, elle aurait vu les bleus, les larmes et la peur. Elle aurait retrouvé le père désespéré qui recherchait sa fille depuis 3 ans en vain. L'ASE aurait enquêté sérieusement sur les antécédents de la mère et lui aurait trouvé une grande instabilité psychiatrique et pathologique. La République aurait pris en charge cette mère noyée dans ses folies et aurait mis en place un accompagnement adapté au traumatisme subi par cette petite fille. Elle aurait grandi avec son père et aurait peut-être même pu, avec l'aide d'un professionnel, essayer de garder du lien avec cette mère. Mais ce n'est pas ce qui s'est passé. Après plusieurs signalements, la République mène son enquête. 3 visites et tout s'arrête. Il ne se passe rien. Les signalements continuent, mais rien ne bouge. Cette petite fille vivra dans la terreur encore 10 ans, avec des violences physiques et psychiques toujours plus violentes. Ce père ne saura jamais où se trouve sa fille. Au bout de 10 ans, cette petite fille devra se battre comme une lionne pour être entendue. Car reconnaître qu'elle était en danger, c'était reconnaître que la République avait échoué 10 ans plus tôt. 6 mois. 6 mois de combat pour être entendue et placée en famille d'accueil d'urgence. Aujourd'hui, cette petite fille se bat toujours contre ses traumatismes. Cette mère aux instabilités psychiatriques s'est suicidée. Ce père a retrouvé sa fille à l'âge de 17 ans, sans aucun souvenir en commun. Cette petite fille, c'est moi. Mais c'est aussi n'importe lequel d'entre nous. Et si on ne fait rien, n'importe lequel des enfants placés à venir. J'ai survécu, mais d'autres non. Combien d'enfants doit-on encore perdre? Combien d'enfants allons-nous encore détruire? Quand allons-nous les protéger? Je ne suis pas ici devant vous pour chercher une quelconque pitié ou une admiration. Je suis un témoignage parmi tant d'autres. Je suis ici devant vous pour que notre combat devienne aussi votre combat. Parce que la République, c'est aussi vous, c'est votre voix, c'est votre argent. Et que ces violences existent avec votre consentement tacite. Pourtant, qui consentirait à cela pour des enfants, vos enfants? Je pense qu'aujourd'hui, c'est important qu'on en parle, et je trouve que ce moment, il est très, très important. Et j'espère qu'il se reproduira de plus en plus. Je pense que c'est important que les gens se rendent compte. Alors aujourd'hui, vous avez l'air tous plus ou moins informés de ce que c'est l'ASE et de ses dysfonctionnements. Mais pas nécessairement le grand public. Il y en a encore beaucoup qui ne savent pas ce qu'est l'ASE. Voilà. Je pense qu'il y a un gros travail aussi voilà, d'information. Et je pense que tout le monde est concerné par ces enfants. Aujourd'hui, notre première mission, c'est ça, c'est de protéger la future génération. On les appelle souvent nos petits frères et nos petites sœurs, parce que voilà, nous, c'est un peu foutu. Mais pour la nouvelle génération, on veut être là et on veut que les choses changent et on veut justice et réparation. Merci. Bon, pas facile. On va pouvoir passer aux questions de la salle. Je vous laisse le micro, non? En fait, moi, je voudrais rebondir sur une chose que vous avez dite avant qu'il y ait une question. Oui, moi, il y a une phrase dans ce que vous avez dit qui m'a fortement frappée et je suis d'accord avec vous. Ces violences existent avec votre consentement tacite. Je trouve que vous avez dit quelque chose de très fort qui nous interroge tous sur jusqu'où on continue à accepter une situation comme celle-là. Oui, j'aurais souhaité aborder la question qui nous occupe tous autrement. J'ai entendu beaucoup de bonne volonté parmi l'expression des uns et des autres. Il n'y a pas de raison de mettre ça en doute. Par contre, je pense que chacun d'entre vous, dans votre bonne volonté, vous êtes neutralisé par un problème qui pèse et qui vous empêche d'agir. Pourquoi 90% des plaintes pour violences sexuelles n'ont pas de suite par le parquet?
Alors, moi, je vais faire un petit mot. Effectivement, les violences sexuelles, c'est très frustrant quand il y a une procédure. Évidemment, ça va être du cas par cas. Me concernant, après, l'avocat peut-être effectivement pourra donner la partie plus juridique. Souvent, c'est le peu de preuves apportées à un dossier. Quand les faits sont anciens ou quand c'est la parole de l'un contre de l'autre, on sait que c'est très compliqué pour la justice de pouvoir poser des condamnations. Le travail d'enquête, en tout cas, est fait avec un maximum de recherche de preuves. Et après, la justice, elle doit statuer avec ce qu'elle a dans le dossier. Après, il y a sûrement d'autres explications derrière. Mais je sais qu'il y a une très grande frustration quand il y a des déclarations, même de violence, hein, tout simplement, sans parler des violences sexuelles, quand il n'y a pas d'éléments de preuve, quand ça se passe intrafamilial, par exemple. C'est très compliqué à donner. Il y a une sorte d'omerta. Après, dans les foyers, je ne pourrais pas vous dire quelle est la part des plaintes qui sont non suivies, parce que quand il y a eu un signalement, c'est qu'il y a quand même eu un professionnel dans la boucle qui a témoigné ou qui a relevé quelque chose. Donc, je pense quand même que c'est suivi des faits, quoi. Ça dit aussi quelque chose de la prise en considération de la parole de l'enfant, la façon dont on est en capacité d'écouter l'enfant, de le croire. Et il y a quand même une fâcheuse tendance à ne pas croire l'enfant. Alors, c'est vrai que vous avez parlé d'une des formations sur lesquelles vous avez été formé sur la façon de recueillir la parole de l'enfant. On a progressé là-dessus. Il n'y a pas de doute sur la façon dont vous posez les questions, sur le fait que c'est enregistré, par exemple. Je pense que toutes les enquêtes que vous menez sont enregistrées pour que l'enfant n'ait pas à répéter plusieurs fois. Mais voilà, je pense que la question que vous posez pose vraiment la question de la parole de l'enfant, et puis on pourrait le dire de la parole des femmes en général. Bonjour, donc Thierry Lerck, donc je suis coprésident de la CIMAD de Montpellier et membre du réseau Éducation sans frontières depuis 2006. Voilà. Donc, quelques mots. D'abord, c'est vrai qu'on constate, nous aussi, une certaine défaillance, même s'il faut reconnaître que depuis 10 ans, il y a une augmentation considérable des mineurs non accompagnés, et que on comprend qu'il y a une demande de financement qui est réelle de la part des départements vis-à-vis de l'État et qui est tout à fait justifiée là-dessus. De même, sur ce département de l'Hérault, on connaît, nous, un peu des situations dans d'autres départements parce qu'on travaille en réseau. C'est pas le pire des départements, faut le reconnaître aussi, hein. Notamment en ce qui concerne l'accueil des contrats jeunes majeurs, hein, où il y a beaucoup de départements qui n'en font pas et où celui-là en fait. Ceci dit, ça ne veut pas dire qu'il n'y ait pas de problème, notamment des refus au faciès, hein, des jeunes qui viennent nous voir. Le deuxième problème, c'est que ces jeunes sont, quand ils arrivent à l'ASE, les papiers sont soumis au procureur, et ça peut prendre des années, et des années pendant lesquelles, du coup, le département dit « ce jeune ne m'est pas confié, donc il n'est pas scolarisé ». Hein, même si la Blanquette a amélioré un peu les choses parce qu'ils ont des cours de français et tout ça, mais donc ça, non seulement il n'est pas scolarisé, mais souvent le département de l'Hérault, hein, est spécifique parce qu'il y a des dizaines de jeunes qui ont été menés en comparution immédiate au tribunal, au TGI, et qui ont été condamnés à des mois de prison. Hein. Et à une époque, même le département se portait partie civile, portait plainte et demandait jusqu'à 135 000 euros de remboursement. Bon, ça a été arrêté, ça. Il ne se porte plus partie civile ni porte plainte. Hein. Mais les procureurs ici continuent à condamner des jeunes à cause de soi-disant les faux papiers. Il faut savoir qu'on a réussi quand même 5 cours de révision qui ont prouvé que ces jeunes qui avaient été envoyés en prison ont été en fait de manière totalement injustifiée. Donc, on a un problème ici, c'est la scolarisation des jeunes, alors que la nouvelle loi de 2022 demande au département, même s'il y a... Excusez-moi, est-ce que vous avez une question, s'il vous plaît? Non. Oui, c'est un peu un témoignage. Je peux vous répondre. Et c'est vrai que nous, on voit essentiellement des jeunes qui sont soit rejetés de l'ASE, hein, soit non scolarisés, et on suit quand même, juste pour information, 200. Le ERSF suit 200 jeunes, soit des jeunes majeurs, soit des jeunes mineurs, ce qui prouve qu'il y a quand même des gros problèmes réellement dans la prise en charge des MNA. Je crois que personne ne le nie.
Je peux répondre à ce qui peut répondre, donner des informations, parce que effectivement le département il s'est toujours engagé et on n'a jamais arrêté dans les contrats jeunes majeurs. Là j'ai les chiffres, la fin décembre 2023, on avait 395 ex-mineurs non accompagnés en contrat jeunes majeurs, donc c'est quand même assez important. Hein. Et d'ailleurs c'est ce que je disais à mes collègues, il y a eu une reconnaissance par les médaillés de l'ordre de je sais pas quoi, voilà, qui mérite. Du mérite. De l'ordre de la Légion d'honneur, pardon, qui ont fait, oui, attendez, c'est pas n'importe quoi. Et donc ils font chaque année ils décernent des distinctions aux jeunes artisans qu'ils ont suivis et qui ont réussi. Et il y a un nombre très impressionnant de MNA parmi eux, parce que justement, ils sont extrêmement en réussite. Et par rapport à ce que vous disiez, ça fait un moment qu'on a arrêté de se porter plainte, de se porter partie civile. Ça a été un des premiers combats que j'ai menés dès que j'ai été élue, parce que je trouvais que c'était voilà compliqué. Et depuis, vous dites qu'il y a un délit de faciès. Je dirais pas ça. Nous avons mis en place une structure d'accueil pour les jeunes MN, des jeunes qui arrivent et qui se désignent eux-mêmes comme MNA, avec une personne qui le reçoit et un interprète pour pouvoir communiquer. Et il y a un travail où on leur explique déjà quels sont les droits et devoirs auxquels ils doivent se référer et qu'est-ce qu'ils encourent s'ils se déclarent mineurs alors qu'ils ne sont pas majeurs, et où on leur explique, alors qu'ils ne sont pas mineurs, pardon, et où on leur explique aussi quelles sont les possibilités quand ils sont majeurs, s'ils se désignent comme majeurs. Et depuis qu'on a mis en place cette structure-là, c'est-à-dire qu'ils ne passent plus en commissariat, parce qu'avant, ils passaient par les commissariats, c'est vrai que dans la discussion, il y a des jeunes qui disent qu'ils ne sont pas mineurs, effectivement, et qui décident de ne pas demander l'assistance au conseil départemental. Une autre question ? Oui, donc moi je suis présidente de Droits des enfants international dans le Gard. Donc on fait connaître la Convention internationale des droits de l'enfant en faisant des expositions dans les collèges, etc. Et on veille aussi à l'application des droits des enfants, entre autres en travaillant avec les barreaux d'Alès, de Nîmes, puisque nous on est dans le Gard. On fait ce type d'action-là, et en novembre, bien sûr, une action Semaine des droits de l'enfant, en essayant de mailler tout le territoire du Gard. Moi, ma question, elle est d'abord merci. Merci à vous, à chacune et chacun de vos interventions. J'ai appris des choses que j'aurais préféré ne pas apprendre d'ailleurs. C'est ce que vous avez... Bon, mais ça, c'est comme ça. Par contre, je suis assez consterné par ces commissions d'enquête, constats, état des lieux. Chaque fois, on en apprend un peu plus, mais c'est vrai que ça reste un petit peu la même chose quand même. Ça devient un peu de pire en pire. Moi, je voudrais poser une question un petit peu politique. Alors, conseil départemental, défenseur des droits, c'est-à-dire qu'en fait, c'est la patate chaude. Personne n'a de pouvoir. La police n'en a pas, la justice n'en a pas, de pouvoir et des moyens, je veux dire aussi, parce que où est le pouvoir, où est le moyen, etc. Et finalement, c'est une patate chaude avec l'enfant à l'arrivée. Je vais pas dire tout le monde s'en fout, mais finalement, à l'arrivée, c'est ça qui se passe. Donc, comment on fait? Comment taper du poing sur la table? Qui peut taper du poing sur la table? Et puis, politiquement aussi, c'est vrai que pour les associations, c'est compliqué. RESF, Ados sans frontières, enfin des petites choses. Parce que, par exemple, avec les conseils départementaux et politiquement, comme on veille à l'application des droits de l'enfant, on est contre eux. Mais en fait, on n'est pas contre eux. Souvent, les conseils départementaux, c'est des gens qu'on fréquente, qu'on soutient même parfois. Et on est obligé de se battre contre des... Enfin, vous voyez, ça devient complètement schizophrénique. Donc, question, ma question, c'est qui va enfin taper du poing sur la table? Je crois qu'ils ont tous tapé du poing sur la table. Oui, mais là, j'entends commission d'enquête. Commission d'enquête, c'est le Parlement. Hein. Moi, je suis pas au Parlement. Non, moi, j'ai la limite des pouvoirs du défenseur des droits qui a beau être inscrit dans la Constitution, qui n'a que le pouvoir de faire des recommandations, mais qui ne peut pas obliger à ce qu'elles soient appliquées. Si on reprend ce qu'on disait sur les MNA, nous, dans les recommandations, c'est l'accueil inconditionnel dès que le jeune arrive et jusqu'à la fin des recours. Parce que s'il a des possibilités de recours, il est accueilli. Et à partir du moment où il est accueilli, il est scolarisé tout de suite. On n'attend pas la scolarisation et pas dans une scolarisation ad hoc. On fait pas une sous-scolarisation
pour des enfants qui soient en protection de l'enfance ou qui soient MNA. Non, la question c'est une décision politique, il n'y a pas de doute. Mais attendez, c'est la question politique, c'est aussi la question de la société. C'est-à-dire quel choix vous faites en considérant. Ben non, mais il y a un moment, le politique il fait ce que la société a envie. Voilà. Et si la société elle se bouge, elle considère que c'est une priorité, le fait monter comme priorité et fait des votes en fonction de ce genre. Eh ben, ça changera peut-être. C'est tout ce qu'on peut dire. Mais honnêtement, là, la question, elle est maintenant, effectivement, elle est politique, elle est aux mains du gouvernement, du Parlement. Et c'est vrai que les départements, honnêtement, là, ne peuvent pas tout faire, n'ont pas suffisamment de moyens financiers. Moi, je ne crois pas à la théorie d'une recentralisation. Je ne pense pas qu'il faille rêver de la DAS. Je ne pense pas que ce soit ça. En revanche, l'État doit être garant d'une égalité sur le territoire, ce qui n'est pas le cas pour l'instant. Et donc ça veut bien dire quelque chose sur les moyens humains et financiers. Moi personnellement, je crois beaucoup à la mobilisation citoyenne. Je pense que ce que tu fais avec l'IS, ce que vous faites avec le comité de vigilance, c'est ce qu'ont fait par exemple les enfants suisses en Suisse pour obtenir une réparation de la part de l'État suisse pour les enfants, c'est ce qui s'est passé au Chili, pour les enfants placés. Une reconnaissance des erreurs commises par l'État. Ça s'est passé dans plusieurs pays, Canada, Chili, Suisse, etc. Et je crois que, exactement comme ce que vous disiez, en fait, le pouvoir politique va prendre une décision en fonction de la pression citoyenne. Je suis avec attention ce que vous faites avec le comité de vigilance et je pense que c'est exactement ce qu'il faut faire, c'est-à-dire il faut conserver cette pression pour en faire un sujet majeur. Pour la petite histoire, quand j'ai fait mon documentaire, Brigitte Macron a appelé l'IS en lui disant on va prendre des décisions. Ils ont créé le secrétariat national à la protection de l'enfance 10 jours après. Il y a eu l'ouverture d'une mission d'information à l'Assemblée nationale. Et finalement, les décisions politiques, ça a été quoi? Ça a été 50 millions de débloqués pour tous les départements sur à peu près 8 milliards de budget au total à l'échelle nationale. Ça a été l'obligation de faire un album photo pour les enfants placés dans les foyers. Enfin, je veux dire, à un moment donné, il va falloir que les politiques comprennent que il y a un grand sujet, on prend de grandes décisions. On ne pourra pas fonctionner sans avoir ce genre d'action forte. Et ça, je pense que cette impulsion va venir des gens comme Mathilda, comme l'IS, etc., qui se mobilisent pour montrer qu'il faut mettre ça sur la table. Et moi, j'y crois personnellement. Je crois que cette mobilisation, elle va être très importante. Et plus vous allez parler, et plus les gens vont vous voir. Mais il ne faut pas les laisser tout seuls à se mobiliser, d'ailleurs. Après, il ne faut pas penser que les politiques ne font rien parce que les politiques, ils sont dans l'action de l'orientation politique sur leur propre champ de compétences et leur propre terrain. Mais par exemple, le sujet de l'enfance est un sujet brûlant actuellement à l'Assemblée des départements de France parce que tous les départements font remonter, parce qu'il y a une assemblée qui elle-même a un président qui est en lien direct avec le gouvernement, elles-mêmes font remonter, tous les départements font remonter les difficultés qui sont rencontrés partout. Là, on partage. Voilà. Après, le politique est important. Quand on vote, on fait un acte politique, on choisit une orientation. Les politiques locales, si on décide qu'un enfant, qu'il vienne d'ailleurs, hors de nos frontières ou dans nos frontières, ça reste un enfant et on s'en charge, c'est un acte politique. Donc, les orientations, y compris locales, les choix budgétaires, cette augmentation, ce sont des actes politiques. Donc les politiques, ils essayent de répondre. Ils ne font jamais assez, ils ne font jamais assez bien. Ça, tout le monde le sait, même nous, c'est pas grave, mais en tout cas, il y a de l'action. Voilà. Après, c'est pour ça que je dis il faut pas qu'on reste dans l'intention quand on disait ça va être l'année de l'enfance. On n'a pas vu arriver quoi que ce soit qui ait transformé les politiques locales parce que il faut que ça redescende par des moyens, par des actions. Voilà. Il y a les états généraux de l'enfance qui sont peut-être programmés, si je ne m'abuse. En tout cas, c'était dans les tuyaux. Les états généraux de l'enfance nationaux, où il y aura peut-être un moment où les choses vont se partager. Merci. Je voudrais intervenir. Je suis Marie-France Marchand-Baillet. Je suis la vice-présidente de ce groupe et j'ai souhaité que nous fassions cette réunion ce soir pour plusieurs raisons. Il y a 16 ans, j'ai créé une fondation avec notre groupe. L'un de nos programmes, c'est d'accompagner des jeunes bacheliers issus de milieux défavorisés pendant 5 ans dans leurs études supérieures. Nous avons 16 ans derrière nous
Maintenant, nous pouvons regarder un petit peu tout cela et nous avons des enfants de l'ASE que nous avons récupérés. On a vu qu'à 18 ans, on les met dehors en guise de cadeau avec un sac et débrouille-toi. Ces gosses sont livrés eux-mêmes, prostitution, drogue, etc. Et ça fait des années qu'on suit tout ça. Ces enfants ont été placés dans des foyers, certains ont été violés, d'autres battus, y compris dans les foyers où ils étaient censés être protégés. Et je parle de toute la région, je parle pas de l'Hérault, puisqu'on couvre toute la région. Et je suis depuis des années sur les réseaux sociaux Lies Loufoque, qui est un ancien enfant placé, qui a fait un travail considérable en disant, comme Mathilda, c'est pas pour moi, c'est pour les autres. Et il me semble que nous sommes un organe de presse. Vous avez tous parlé d'essayer de faire bouger les lignes. Alors je veux dire à Mathilda et je veux dire à tous les gens qui sont prêts à essayer de faire bouger les lignes que la presse, il faut aller la voir. On peut faire bouger les choses quand on dénonce les choses, quand on dit aussi ce qui va bien. Et je crois que c'est très important pour faire prendre conscience aux politiques. Il faut s'appuyer sur la presse quotidienne régionale, mais aussi la presse nationale, tout ce qu'on peut faire. Vous avez fait, Sylvain, un travail remarquable, et je crois que c'est tous ensemble qu'on doit y arriver. Donc vous pouvez compter sur nous, vous pouvez compter sur moi et sur nous. Et je veux remercier les journalistes de Midi Libre, parce qu'hier on a fait 2 pages sur ce sujet. Et quand j'ai proposé ce sujet, ils ont tout de suite adhéré. Et Estelle a été fantastique. Et on est tous parents et grands-parents, et je crois que c'est impensable de penser que quand on va prendre nos enfants ce soir dans nos bras, il y a des petits-enfants qui sont livrés eux-mêmes, qui sont dans des conditions pas possibles. C'est vrai, vous avez raison, il faut qu'on réagisse et que ce soit les citoyens qui réagissent. Alors, bravo et continuez. Madame Bailey, moi je voudrais vous répondre avec tout le respect que je vous dois. Je pense qu'on ne peut pas dire ce que vous avez dit, qu'à la sortie de l'ASE à 18 ans, on les met dehors avec un pécule et un sac. Il y a des enfants qui veulent partir. Certes, Madame, veulent partir. J'ai des exemples précis, si vous voulez. Mais c'est pas de l'Hérault, mais sur l'ensemble de la région. Exemple. Mais on a actuellement sur le département, et je pense que dans d'autres départements ça se fait aussi, plus de 600 contrats jeunes majeurs d'enfants sortis de l'ASE, c'est-à-dire des enfants qui après 18 ans sont dans une démarche d'apprentissage. On est en train de mettre en place les contrats jeunes majeurs et un suivi sous forme de bourse pour les enfants qui ont plus de 21 ans et qui sont dans un processus d'études. On travaille avec GAM, avec l'ADAGE, avec des associations pour travailler sur des résidences locatives. Mais madame, on travaille avec le département de l'Hérault fait des choses, mais malheureusement tous les départements de France ne le font pas. Demandez à Madame Edon. On ne peut pas caricaturer sur le fait qu'on pose les gamins dehors avec un pécule et un sac. Il faut faire attention parce qu'il y a des enfants qui veulent partir. Ça, par contre, on en a. Quand ils ont vécu toute leur vie dans le cadre de l'ASE, ils veulent partir. Il y en a, ils reviennent. Il y en a qui reviennent après pour justement rentrer dans d'autres structures. Mais il y a des tas de choses qui sont faites. Oui, mais on n'est pas en train de généraliser, mais c'est quand même encore trop fréquent qu'à 18 ans, ils se retrouvent sans rien. C'est ça qu'il faut, vraiment. Et c'est réel, il y en a encore. Évidemment, vous dites le nombre que vous accompagnez. Moi, évidemment, je suis désolée, j'ai surtout envie de savoir ceux qui ne le sont pas. Combien il y en a qui ne le sont pas et pourquoi, chercher à comprendre pourquoi. Oui, non, mais bien sûr. Cette question, elle est fondamentale. C'est-à-dire, vous mettez en avant, et c'est normal, encore une fois, personne ici ne va vous blâmer pour ça, parce que vous êtes dans votre rôle, mais cette question, elle est fondamentale. Vous annoncez un chiffre d'enfants pris en charge, combien ne le sont pas? C'est-à-dire, il faut le rapport, il faut le mettre au regard du rapport vis-à-vis des enfants qui ne sont pas. Et surtout, autre question, quand on parle d'accompagnement, de quoi parle-t-on et de combien on parle? Parce que moi, j'ai suivi des enfants jeunes majeurs qui sont accompagnés par les départements et qui se retrouvent avec des tickets resto et ils vont manger pour 3-4 euros. Et le contrat jeune majeur dont vous parlez, souvent, ce qui se passe, par exemple, je vais vous donner un cas très concret, quand j'ai enquêté sur les hôtels sociaux dans lesquels les enfants sont placés, globalement, on disait il faut que les enfants parlent et révèlent les situations. Moi, j'ai une jeune fille qui est venue me voir et qui a raconté son histoire. Quand elle a témoigné dans mon documentaire, elle s'est faite bannir par le conseil départemental des Hauts-de-Seine. Au motif, on lui a dit en gros, on lui a mis l'épée de Damoclès au-dessus de la tête, on lui a dit en gros, si tu parles, on t'arrête ton contrat jeune majeur. C'est ça qui se passe aujourd'hui. C'est-à-dire qu'en fait, dans les MNA, comme vous disiez, les MNA, non, ils sont véritablement livrés eux-mêmes. On leur met un sac poubelle et on leur dit, à 18 ans, vous sortez de l'hôtel, vous sortez de la structure et on ne veut plus vous voir. Et on vous donne pas de papier. Et on vous donne pas de papier, rien. Et c'est très très important de comprendre ça.
Merci. Une dernière question et on va conclure ce débat. Alors du coup, moi j'aurais voulu avoir une petite réponse à ma question. Je ne sais pas si je fais de l'hébergement, si je suis un lieu d'accueil. Je reçois des enfants sans agrément, puisque j'attends l'agrément depuis X temps. Et 13 ans, 14 ans, 17 ans. J'aimerais savoir combien de temps il vous faut pour donner un agrément, en sachant qu'aujourd'hui, on reçoit des enfants, puis c'est des enfants, et que, pas plus tard qu'avant-hier, on m'a dit, vous faites de l'accueil dérogatoire, probatoire. Est-ce que vous pouvez m'expliquer ou me dire ce que vous en pensez? Et je suis du bassin de Taux. Vous êtes de Gijan, c'est vous qui m'avez envoyé le mail que j'ai transmis au service et qui m'ont dit qu'ils étaient en train de travailler sur votre dossier. Mais alors techniquement, moi, madame, j'ai une administration qui travaille et qui est extrêmement compétente, mais je ne vais pas pouvoir vous répondre. Mais par contre, il y a des gens dans la salle qui sont de cette administration et qui pourront peut-être vous répondre plus pointu, parce que là, techniquement, je suis incompétente. Les gens qui s'occupaient de nous démissionnent à tour de... Donc, on arrive à un moment où peut-être... Et on a une enfant qui a 13 ans et qui est dans la prostitution depuis l'âge de 11 ans. Elle est depuis une semaine, il y a un avis de recherche inquiétant. Apparemment, ça ne doit pas inquiéter grand monde parce que je l'ai eu encore au téléphone tout à l'heure. Et ça faisait une semaine que je ne l'avais pas eu au téléphone. Donc je pense qu'il va falloir peut-être prendre les choses en main pour certaines personnes, en sachant que cette petite allait livrer aujourd'hui de la drogue à sa mère à la maison d'arrêt de Nîmes. On a les captures d'écran, on a les conversations. Si On parlera de tout ça peut-être en comité privé. C'est quand même intéressant. Oui. Je pense qu'ils se sont exprimés là-dessus. Et je pense qu'il faut que ça bouge. Et nous, on a de la place. On a de la place, mais on n'est rien. On est juste un probatoire. Voilà. Merci pour ce témoignage. Non, je suis désolée, l'heure tourne. On va être obligé de conclure cet entretien. Merci à vous tous d'être venus jusqu'ici. Merci d'avoir répondu aux questions, puisque c'était pas toujours simple. Et à bientôt pour... Et vous pouvez saisir l'institution du défenseur des droits sur des problèmes de droits des enfants. Et je voulais juste qu'on remercie vraiment très fort Mathilda qui a quand même osé parler, parce que c'est juste très très difficile de le faire.